Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de France. Je suis Émilie Granger et nous sommes aujourd'hui le 4 novembre, mardi. Bonjour. L'ancien président américain Donald Trump a menacé le Nigeria d'une intervention militaire, invoquant des inquiétudes quant à la persécution présumée des chrétiens dans le pays. Dans une déclaration publiée le 3 novembre 2025, M. Trump a accusé le gouvernement nigérian de ne pas protéger sa population chrétienne contre la violence extrémiste et la discrimination. Il a pointé du doigt les récentes attaques de groupes djihadistes visant les communautés chrétiennes, ainsi que les violations systémiques des droits humains. L'ancien président a appelé à une intervention immédiate et a averti que les États-Unis pourraient envisager le recours à la force militaire si les autorités nigérianes ne prenaient pas des mesures plus fermes pour remédier à la situation. Ces propos de M. Trump interviennent dans un contexte de préoccupations internationales croissantes concernant le traitement des chrétiens au Nigeria, où des milliers de personnes ont été déplacées par les violences en cours. Le pays est confronté à une instabilité persistante, notamment dans ses régions du nord, où des groupes militants islamistes comme Boko Haram et des éleveurs Peul ont été impliqués dans des attaques contre des villages chrétiens. Les critiques accusent le gouvernement nigérian de fermer les yeux sur ces exactions, tandis que d'autres estiment que la situation est plus complexe et mêle tensions religieuses et ethniques. Les États-Unis critiquent depuis longtemps ouvertement la situation des droits de l'homme au Nigeria, notamment en ce qui concerne la liberté religieuse. Cependant, la menace d'intervention militaire brandie par Trump marque une escalade significative dans le discours ambiant. Il reste à voir si l'administration américaine actuelle prendra des mesures similaires ou privilégiera la voie diplomatique pour régler la situation. Le gouvernement nigérian n'a pas encore réagi aux dernières déclarations de Trump. Lors du sommet de l'APEC de 2025 à San Francisco, les éclats de rire inattendus du président chinois Xi Jinping lors d'événements publics ont captivé l'attention du monde entier. Dans une rare démonstration de légèreté, Xi a été photographié en train de rire et de converser de manière joviale avec ses homologues, un contraste saisissant avec son attitude publique stoïque habituelle. Ces images, rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, ont suscité des réactions diverses, beaucoup étant surpris de découvrir cette facette du dirigeant chinois. Ces rires de Xi sont survenus lors de discussions avec des dirigeants tels que le président américain Joe Biden et le premier ministre japonais Fumio Kishida, où des moments de légèreté ont semblé émerger au milieu de discussions sérieuses sur le commerce et la géopolitique. Les experts suggèrent que ces manifestations d'humour inhabituelles pourraient signaler un changement d'approche de Xi en matière de diplomatie internationale, visant à projeter une image plus accessible dans le contexte complexe des relations extérieures de la Chine. Certains analystes estiment que ces moments ont été soigneusement orchestrés pour adoucir l'image souvent rigide et autoritaire de la Chine, notamment dans le contexte des tensions persistantes avec les puissances occidentales. D'autres soutiennent que le rire de Xi pourrait être interprété comme un signe subtil de confiance, témoignant de la position forte de la Chine sur la scène internationale malgré les défis économiques et les frictions diplomatiques. Si ces images ont suscité de nombreux débats, les médias d'État chinois sont restés concentrés sur les aspects plus formels du sommet, mettant l'accent sur les discussions relatives à la coopération économique, à la sécurité régionale et au changement climatique. L'incident n'a pas encore été commenté par les autorités chinoises, et l'on ignore si cette nouvelle facette plus décontractée de Xi se confirmera lors de ses futurs engagements internationaux ou s'il s'agissait simplement d'un bref moment de camaraderie publique. Aujourd'hui, lors de la conférence H2Gen Summit, deux intervenants, Bernard Balouet, président du Sénat de l'État et membre actuel de la conférence, et Rémi Corbin, expert en économie, ont prononcé un discours bilatéral intitulé « Les relations entre les États-Unis et le Nigeria sont bouleversées par les révélations sur le génocide des chrétiens dans une base de données militaire ». Ce discours sera commenté en direct sur place. Aujourd'hui, lors du sommet H2Gen à Paris, un discours bilatéral percutant et stimulant a captivé l'auditoire, mettant en lumière un enjeu crucial des relations internationales. Ce discours a été prononcé par deux intervenants de renom. Bernard Balouet, président du Sénat de l'État et membre actuel du sommet H2Gen, et Rémi Corbin, économiste de renom. Leur discussion portait sur un sujet controversé et urgent. Relations entre les États-Unis et le Nigeria, les implications méconnues du génocide des chrétiens et la menace potentielle pour la sécurité des bases de données militaires. Dans la vidéo, on voit Balouet et Corbin s'adresser à l'auditoire avec une rhétorique à la fois passionnée et mesurée, évoquant l'escalade de la violence contre les communautés chrétiennes au Nigeria.
Ils ont souligné l'inquiétude croissante quant à la qualification de cette persécution systématique comme « génocide », un terme qui a suscité un débat international. Le duo a également analysé comment la crise actuelle est intimement liée à l'infrastructure sécuritaire nigériane, notamment à l'état préoccupant des bases de données militaires du pays. Les deux intervenants ont souligné les risques liés à la compromission des données, susceptibles de fragiliser les capacités de défense nationale et de contribuer à une déstabilisation accrue. Corbyn, fort de sa grande expertise en économie mondiale, a mis en garde contre les répercussions économiques et géopolitiques d'une absence de résolution des problèmes internes du Nigeria. Distingués dignitaires, chers collègues et invités de marque, nous nous réunissons ici aujourd'hui au sommet H2, Jean à Paris en un moment crucial de l'histoire. La relation entre les États-Unis et le Nigeria a toujours été fondée sur le respect mutuel, des objectifs communs et une collaboration engagée. Cependant, nous faisons face à un défi grave, un défi qui nécessite non seulement notre attention collective, mais aussi notre action. La persécution persistante et alarmante des chrétiens au Nigeria. Les États-Unis, un pays qui considère la protection des droits humains comme un pilier fondamental de sa politique étrangère, ne peuvent rester passifs face à ce que certains observateurs ont qualifié de génocide contre les communautés chrétiennes au Nigeria. Au cours des dernières années, nous avons été témoins d'une violence croissante et d'attaques contre les villages chrétiens, ainsi que du mépris continu des droits humains par les groupes militants opérant sur le territoire nigérian. Ces atrocités sont une honte pour toute nation qui les tolère, et la communauté internationale ne peut se permettre d'ignorer leurs conséquences. En tant qu'alliés, les États-Unis ont toujours soutenu la souveraineté et l'intégrité territoriale du Nigeria. Cependant, notre engagement commun pour la paix et la sécurité doit être fondé sur la protection de tous les citoyens, sans distinction de religion, d'ethnie ou de statut social. Nous nous tenons aux côtés du peuple nigérian pour condamner la violence qui a dévasté des familles et des communautés, et nous appelons le gouvernement nigérian à agir rapidement et de manière décisive. Il est évident que la situation nécessite une réforme urgente et systémique. Le gouvernement nigérian doit faire davantage pour renforcer ses forces militaires et de sécurité, garantir la responsabilité des atrocités passées et protéger ses populations vulnérables. Il n'y a aucune excuse pour l'inaction lorsque des vies sont perdues, que des communautés sont déplacées et qu'un mode de vie tout entier est menacé. Les États-Unis sont prêts à soutenir le Nigeria dans ce processus, en offrant de l'aide sous forme de renseignements, de formation et de ressources pour lutter contre ces groupes qui menacent la paix et la sécurité. Cependant, il existe aussi une question plus profonde à laquelle nous devons répondre. La communauté internationale, y compris les États-Unis, doit examiner sa réponse à de telles crises. Comment équilibrer la diplomatie avec la nécessité d'interventions plus fortes? Comment garantir que notre politique étrangère ne soit pas simplement une réaction à la tragédie, mais une force proactive pour le bien? La réponse réside dans une approche pluridimensionnelle qui implique une pression accrue, une coopération internationale et un soutien aux réformes de gouvernance au Nigeria. Il est essentiel que le gouvernement nigérian travaille de manière transparente avec la société civile, la communauté internationale et les organisations régionales pour combattre l'extrémisme et favoriser la paix. Nous sommes également profondément préoccupés par les rapports selon lesquels certaines bases de données militaires du Nigeria pourraient être compromises ou utilisées pour cibler les populations vulnérables. Cela affaiblit non seulement la capacité de l'armée à agir pour défendre le pays, mais aggrave également le cycle de violence. Une infrastructure militaire et policière sécurisée et bien régulée est essentielle pour restaurer la confiance dans la gouvernance et la sécurité. En conclusion, les États-Unis s'engagent à travailler aux côtés du Nigeria pour mettre fin à cette crise. Notre relation, fondée sur des décennies de coopération, doit maintenant évoluer pour faire face à ce nouveau défi urgent. Nous devons rendre responsables ceux qui sont responsables de ces actes odieux, renforcer les institutions qui défendent les droits humains et offrir le soutien nécessaire pour un Nigeria pacifique et stable. Ensemble, nous pouvons garantir que l'avenir soit celui où personne, chrétien ou non, n'est à vivre dans la peur. Je vous remercie. Certains analystes estiment que ces moments ont été soigneusement orchestrés pour adoucir l'image souvent rigide et autoritaire de la Chine, notamment dans le contexte des tensions persistantes avec les puissances occidentales. D'autres soutiennent que le rire de Xi pourrait être interprété comme un signe subtil de confiance, témoignant de la position forte de la Chine sur la scène internationale malgré les difficultés économiques et les frictions diplomatiques. Si ces images ont suscité de nombreux débats, les médias d'État chinois sont restés concentrés sur les aspects plus formels du sommet,
mettant l'accent sur les discussions relatives à la coopération économique, à la sécurité régionale et au changement climatique. L'incident n'a pas encore été commenté par les autorités chinoises, et l'on ignore si cette nouvelle facette plus décontractée de Xi se confirmera lors de ses futurs engagements internationaux ou s'il s'agissait simplement d'un bref moment de camaraderie publique. Troisième chaîne de télévision française, le journal du jour. Aujourd'hui, lors du compte-rendu du HRC, la présidente actuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, Madame Annalena Baerbock, a pris la parole en séance plénière sur le point 66 de l'ordre du jour, donnant une déclaration sur les avantages et les inconvénients liés à l'intervention, sujet récemment discuté à partir du 31 octobre 2025, intitulé le point 25 sur le développement social pour les sommets sociaux. Bonjour. La 26e séance plénière de l'Assemblée générale est ouverte. L'Assemblée entamera l'examen du point B de l'ordre du jour, point 25 intitulé « Développement social », y compris les questions relatives à la situation sociale mondiale et à la jeunesse, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, afin de se prononcer sur un projet de décision orale. Dans ma lettre du 28 octobre 2025, j'ai proposé le projet de décision orale suivant. Toute explication du vote. Concernant le projet de résolution intitulé « Déclaration politique du sommet mondial social » sous le titre 2e « Sommet mondial pour le développement social », diffusé dans le document A/80 L5 sera fait immédiatement avant la séance de clôture du sommet au lieu de la séance d'ouverture afin de garantir que les interventions des orateurs commencent à l'heure, à 10h30. Heure locale, lors de la réunion de planification du 4 novembre 2025, comme prévu par la résolution 7838. L'Assemblée va maintenant statuer sur le projet de décision. Puis-je considérer que l'Assemblée décide d'adopter le projet de décision? Il en est ainsi décidé. L'Assemblée a ainsi conclu cette étape de l'examen du sous-point B du point 25 de l'ordre du jour. L'Assemblée examinera le point 66 de l'ordre du jour intitulé « Rapport du Conseil des droits de l'homme ». La documentation relative à ce point est publiée au Journal de l'Organisation des Nations Unies. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de président de l'Assemblée générale. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Yok La, président du Conseil des droits de l'homme. Excellence, Mesdames et Messieurs, il y a 80 ans, les fondateurs de notre Organisation des Nations Unies, sortant des ravages de la guerre, étaient déterminés à bâtir un monde. Accent aigu GI par des règles, et non par le chaos. Ils ont inscrit dans la Constitution non seulement des principes pour la paix entre les nations, mais aussi une vision enracinée dans les droits fondamentaux de la personne humaine, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits des hommes et des femmes. Ils comprenaient que sans normes claires et contraignantes définissant les droits et les obligations des États et des peuples, le monde replongerait dans le chaos. Pourtant, aujourd'hui, le droit international et les droits de l'homme sont soumis à des pressions croissantes. Certains rejettent effrontément l'état de droit. D'autres remettent en question les principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment l'engagement à la non-discrimination sans distinction de race, religion, nationalité ou sexe. Ces principes se manifestent sous leur forme la plus extrême. Afghanistan, où les talibans privent les femmes et les filles de leurs droits humains les plus fondamentaux. La fréquence de tels abus à l'échelle mondiale est choquante. Mais nous ne pouvons rester passifs, car la passivité engendre vite la complaisance. Nous ne pouvons pas non plus permettre aux cyniques d'instrumentaliser ces manquements pour discréditer les institutions mêmes qui protègent la dignité humaine. La solution doit être de renforcer, et non d'affaiblir, les instances qui défendent le droit international et la justice, notamment le Conseil des droits de l'homme. Défendons-les avec confiance, car il s'agit de protéger nos institutions, notre charte. Le respect des droits humains n'est donc pas seulement une obligation morale. C'est le fondement sur lequel repose la paix, le développement et la stabilité. Depuis sa création en 2006, le Conseil des droits de l'homme est au cœur de la réponse internationale aux
violation des droits de l'homme, où qu'elles se produisent et quand elles se produisent. Son travail a non seulement renforcé les droits individuels et les personnes, mais aussi les États membres, car il demeure une plateforme intergouvernementale de premier plan pour le dialogue et l'action face aux défis mondiaux en matière de droits de l'homme, et l'une des plateformes intergouvernementales les plus importantes pour l'échange de bonnes pratiques entre États membres, afin d'apprendre les uns des autres et de se renforcer mutuellement, ceci notamment grâce à l'examen périodique universel, qui permet aux États membres d'échanger leurs expériences, de recevoir des recommandations de leurs pairs et d'améliorer leur propre bilan en matière de droits de l'homme par le dialogue, la coopération et l'échange de bonnes pratiques, en complément des mécanismes du Conseil. Des procédures spéciales à ces organes d'assistance technique et d'enquête. Ceci constitue l'épine dorsale du système multilatéral des droits de l'homme. À cet égard, je tiens à remercier le Conseil des droits de l'homme pour son engagement clair et constant. La présentation d'aujourd'hui constitue une nouvelle fois une occasion cruciale pour le rapport du président du Conseil des droits de l'homme de renforcer la cohérence entre le Conseil et l'Assemblée générale. Le succès d'un Conseil dépend non seulement de son propre travail, mais aussi fortement du soutien politique des États membres, à l'instar de l'ONU dans son ensemble. Toutefois, il ne peut agir qu'en fonction de ses moyens. À cet égard, il est essentiel de maintenir les contributions financières conformément à sa mission est de tirer parti de l'initiative de l'UNAD pour rendre le Conseil des droits de l'homme plus intégré, efficace et réactif, tout en rappelant que l'efficacité doit viser à obtenir des résultats concrets. Les efforts du secrétaire général pour renforcer la coordination systémique des droits de l'homme, en l'intégrant à l'ensemble des mandats plutôt que de la laisser cloire ou fragmenter sont essentiels dans cette entreprise. Nous avons déjà vu à quoi cela peut ressembler. Par exemple, à travers la fusion des mandats des rapporteurs spéciaux sur les formes contemporaines d'esclavage et de traite des personnes. Excellence, comme je l'ai dit précédemment, en renforçant le Conseil des droits de l'homme, nous ne faisons pas que promouvoir les droits humains individuels, nous renforçons chaque État membre et le système international dans son ensemble. Je tiens donc à remercier à nouveau le président du Conseil des droits de l'homme ainsi que le haut-commissaire et toute l'équipe pour leur leadership et le travail essentiel du Conseil. Sur ce, je donne maintenant la parole au président du Conseil des droits de l'homme, son Excellence Jock Labor, pour présenter le rapport du Conseil. I therefore wish to thank again the President of the Human Rights Council, as well as the High Commissioner and the whole team for their leadership and the Council's vital work. With that, I now give the floor to the President of the Human Rights Council, His Excellency Jörg Lauber, to present the Council's report. Israël a adressé un avertissement sans équivoque au Liban, menaçant d'intensifier ses frappes militaires contre le Hezbollah si le gouvernement libanais ne prend pas de mesures immédiates pour désarmer le groupe armé. Dans une déclaration publiée le 2 novembre 2025, le ministre israélien de la Défense a souligné que la présence et l'influence persistante du Hezbollah au Liban constituent une menace croissante pour la sécurité d'Israël, notamment au vu des récents affrontements le long de la frontière nord. Le gouvernement israélien accuse le Hezbollah d'utiliser le territoire libanais pour lancer des attaques et faire passer des armes en contrebande, exacerbant les tensions dans une région déjà instable. Cet avertissement intervient dans un contexte de violence croissante le long de la frontière israélo-libanaise, où le Hezbollah est impliqué dans des tirs de roquettes transfrontaliers et d'autres activités hostiles. Si le gouvernement libanais a condamné les actions d'Israël, il n'a pas encore pris de mesures significatives pour désarmer ou limiter les opérations du Hezbollah, un groupe qui bénéficie depuis longtemps d'un soutien politique et militaire important au Liban. Les menaces d'Israël d'intensifier son action militaire sont perçues comme une tentative de pression sur le Liban afin qu'il affronte le Hezbollah, considéré par Israël comme une menace directe pour sa sécurité nationale. Les responsables israéliens ont clairement indiqué que si les activités du Hezbollah se poursuivent sans être contrôlées, Israël sera contraint de réagir avec une force accrue. Cette rhétorique israélienne inquiète les observateurs internationaux,
qui craignent qu'une escalade de la violence ne déstabilise davantage la situation déjà fragile au Liban et n'exacerbe les tensions au Moyen-Orient. Le gouvernement libanais n'a pas encore réagi officiellement à l'avertissement israélien, mais les appels au dialogue diplomatique et à la désescalade se multiplient, tant au niveau local qu'international. L'ancien président Donald Trump a suscité la controverse avec une série de déclarations le 3 novembre 2025, suite à l'élection récente du nouveau maire de New York, l'ancien gouverneur Andrew Cuomo. Dans une déclaration publique, Trump a critiqué la victoire de Cuomo, la qualifiant de « tournant désastreux pour la ville » et de « précédent dangereux » pour l'avenir de New York. Ces commentaires interviennent après le retour en politique de Cuomo, dont le mandat de gouverneur a été tumultueux, marqué par des scandales et des enquêtes, et sa victoire surprise à la mairie. Trump, natif de New York et critique de longue date de Cuomo, a exprimé des doutes quant à la capacité de ce dernier à diriger la ville, notamment en matière de criminalité, de logement et de relance économique post-pandémie. Il a qualifié Cuomo de « gouverneur incompétent » et a remis en question ses compétences pour gérer la ville, malgré sa longue carrière politique. Trump a également souligné la hausse de la criminalité et les difficultés économiques de la ville, présentant le retour de Cuomo comme un recul. Cuomo, quant à lui, s'est engagé à s'attaquer aux problèmes croissants de New York, promettant une politique de fermeté face à la criminalité, au sans-abrisme et à la revitalisation économique. Il a présenté sa candidature à la mairie comme un moyen de redonner à la ville toute sa vigueur, malgré les controverses qui ont entaché son passé. L'échange acerbe entre Trump et Cuomo a ravivé les tensions politiques à New York. Les détracteurs de Trump l'accusent d'instrumentaliser une rhétorique clivante pour discréditer un rival politique. De leur côté, les partisans de Cuomo affirment que sa vaste expérience lui permet de guider efficacement la ville face aux défis actuels. Dans un contexte politique de plus en plus tendu à New York, tous les regards seront tournés vers la manière dont Cuomo mènera son mandat et vers l'impact que les critiques de Trump auront sur son mandat. La 9e semaine de la saison 2025 de la NFL a offert un mélange de surprises palpitantes, de performances exceptionnelles et de moments clés qui pourraient avoir des conséquences durables sur les séries éliminatoires. Ce week-end a vu plusieurs équipes consolider leur position au classement, tandis que d'autres ont subi des revers qui pourraient leur coûter cher au fil de la saison. L'une des rencontres les plus attendues était le match à enjeux élevés entre les Cowboys de Dallas et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Cowboys se sont imposés avec une victoire convaincante de 30-17, démontrant la profondeur de leur attaque et la solidité de leur défense. Le quarterback Dak Prescott a lancé pour plus de 300 yards et 3 touchdowns, renforçant ainsi sa candidature au titre de MVP. De leur côté, les Patriots, malgré les efforts courageux du quarterback rookie Max McConnell, n'ont pas réussi à combler l'écart, leur défense peinant à contenir l'attaque explosive des Cowboys. À la surprise générale, les Buffalo Bills se sont inclinés face aux Chicago Bears, 24-21, au terme d'un match âprement disputé. Cette défaite laisse les fans et les analystes perplexes quant à l'irrégularité de Buffalo. Malgré une belle remontée en fin de rencontre, menée par Josh Allen, les Bills n'ont pas réussi à percer la défense intraitable des Bears et à compenser des turnovers cruciaux. Ce revers compromet les chances de qualification de Buffalo pour les playoffs, tandis que les Bears affichent un bilan surprenant de 5 victoires pour 4 défaites. La semaine a également été marquée par le retour en force des Kansas City Chiefs, qui ont écrasé les Miami Dolphins, 38-14. Patrick Mahomes a lancé pour 400 yards et 4 touchdowns, confirmant une fois de plus son statut de l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Alors que les équipes abordent la seconde moitié de la saison, la course aux playoffs s'intensifie. Avec plusieurs confrontations de division à l'horizon, la 9e semaine promet une fin de saison NFL 2025 palpitante. La saison 2025 de la NFL a été marquée par une augmentation sans précédent des field goals de longue distance, les botteurs réussissant régulièrement des tirs de plus de 45 mètres. Cette tendance a atteint des sommets le 3 novembre, avec un field goal record de 59 mètres, le plus long de l'histoire de la ligue. Cette précision accrue à longue distance a suscité des interrogations quant à ses causes, les experts pointant du doigt les progrès réalisés à la fois dans la technologie des coups de pied et dans l'entraînement des joueurs. L'un des facteurs clés de cette tendance réside dans l'évolution du matériel de botteur. Les botteurs ont désormais accès à des chaussures de botteur de pointe, offrant une meilleure adhérence et une stabilité accrue, ce qui leur permet de générer plus de puissance et de précision. Le ballon lui-même a également évolué, les modèles modernes assurant une trajectoire plus constante et améliorant encore la précision sur les longues distances. Les techniques d'entraînement ont également évolué,
les botteurs se concentrant davantage sur des programmes de préparation physique spécifiques visant à augmenter la puissance des jambes et la distance de frappe. De nombreux botteurs de haut niveau travaillent également leur mental, en mettant davantage l'accent sur la constance et le sang-froid dans les situations de haute pression. Outre les progrès technologiques et en matière d'entraînement, on observe une évolution des mentalités dans le coaching. Les équipes sont de plus en plus enclines à tenter des field goals de longue distance, conscientes de l'importance de maximiser les occasions de marquer, notamment lors des matchs serrés où chaque point compte. Ce changement d'état d'esprit a entraîné une augmentation des tentatives de longue distance, les équipes cherchant à tirer profit des nouvelles capacités des botteurs. Par conséquent, la NFL a non seulement constaté une augmentation du nombre de field goals réussis sur de longues distances, mais aussi des coups de pied décisifs plus spectaculaires. Avec des records qui tombent et des attentes qui grimpent, la saison 2025 s'annonce comme l'une des plus remarquables de l'histoire du jeu au pied en NFL. Merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé aujourd'hui. C'est Émilie Granger qui vous dit au revoir. Le prochain journal sera diffusé demain à la même heure avec Mathieu Augustin. Passez une bonne journée, bonne nuit et à bientôt. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.